Alors donc là, on a fait le tour des interventions prévues autour de ce thème. On va ouvrir une séquence de prise de parole par sur ce thème sur les panélistes qui sont pas forcément autour de cette table, mais qui souhaiteraient intervenir sur ce point. En particulier, le professeur Arnold de Munich qui est arrivé, je crois, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Voilà. Avant de passer à l'exposé de Madame Ras-Rothschild, éventuellement, si d'autres panélistes, donc je rappelle, enfin je précise que les panélistes qui sont complémentaires de ceux qui ont parlé sont également donc Dominique Bonneau, qui est, je l'ai dit tout à l'heure, ancien président de la Fédération française de génétique humaine et médicale, le député Jean-Yves Ledéo, qui est arrivé et qui est vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Marie-Christine Houillade, qui est membre du conseil d'administration de l'AFM et du Généton, Jean-Paul Bonnefond, qui est responsable du laboratoire hospitalier de génétique moléculaire à l'hôpital Necker, et Brigitte Simon-Bouy, qui travaille au laboratoire de génétique constitutionnelle prénatale et postnatale de Versailles. Plus, évidemment, un auditoire qui compte de nombreuses personnes avec des points de vue certainement fort intéressants sur ces questions. Donc je commence par demander aux autres panélistes s'ils ont des éléments qu'ils souhaiteraient... oui. Oui, il est allumé là. Oui, c'est bon. Je voulais répondre à Madame la présidente de l'UNAPI sur 2-3 points. Le premier point, c'était pour dire que pourquoi la trisomie 21, la réponse pour un généticien, elle est assez simple parce que il y a un problème d'incidence de la maladie, c'est une maladie fréquente. Et deuxièmement, c'est une maladie que dans la population générale, on est capable de reconnaître toujours. Contrairement à d'autres syndromes génétiques où il faut être généticien pour les reconnaître, la trisomie 21, c'est un syndrome génétique pour lequel tout le monde est capable de reconnaître. Donc c'est en termes de fréquence et de reconnaissabilité, c'est la raison pour laquelle on parle toujours de dépistage de la trisomie 21, alors que nous, généticiens, ce qu'on fait, c'est le dépistage des anomalies chromosomiques. Et qu'on diagnostique des anomalies chromosomiques qui sont aussi, ou voire beaucoup plus graves que la trisomie 21. Mais c'est vrai que quand on parle en termes dépistage, en termes diagnostic, on dit toujours trisomie 21. Mais ce n'est pas que la trisomie 21. La deuxième chose, c'est, j'ai pas du tout aimé que vous disiez si vous voulez garder votre enfant trisomique, débrouillez-vous, parce que ça, c'est pas du tout le vécu sur le terrain. Moi, je peux vous dire qu'à Versailles, j'ai l'habitude de travailler avec des neuropédiatres. Quand les gens choisissent de ne pas interrompre une grossesse alors qu'ils savent que le bébé va naître trisomique, ils sont en rapport avec les neuropédiatres, éventuellement avec les pédiatres du CAMS, avec les réanimateurs. Et les enfants, on les prend en charge. On ne laisse pas tomber les enfants parce que les parents n'ont pas voulu interrompre la grossesse. Ça, ce n'est pas du tout vrai et ce n'est pas du tout un travail de médecin. Et il ne faut pas du tout dire ça. Et au niveau des CPDPN, il y a tout un travail qui est fait pour que l'information soit donnée, le choix soit possible à tous les parents et que la prise en charge par les pédiatres ou les néonatologistes, quand c'est nécessaire, et quand c'est le choix des parents, soit faite. Et puis ensuite, si on dit qu'il y a 95% d'IMG après un diagnostic de trisomie 21, bien sûr, c'est normal, puisque les parents qui choisissent de prendre le risque de faire une amyosynthèse, ce sont les parents qui ont déjà réfléchi qu'effectivement, dans la grande majorité des cas, ils vont vouloir faire une interruption de la grossesse. Parce que s'ils disent de toute façon, nous, on ne choisira pas d'interrompre la grossesse, dans la grande majorité des cas, ces parents-là ne font pas d'amyosynthèse parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de fausse couche sur la grossesse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Madame Cabaya a demandé un droit de réponse. Évidemment, on lui donne la parole et ensuite... Oui, je voudrais répondre sur deux de vos réponses. La première sur la question du débrouillez-vous. Quand je dis débrouillez-vous, j'ai mis des points de suspension. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement. C'est dans l'avenir. On peut imaginer, compte tenu du développement
du dépistage, du développement du diagnostic, que finalement, quand une famille, aujourd'hui, quand elle s'adresse à la MDPH, elle est tout à fait en droit de le faire, elle est suivie, elle est aidée, il y a des possibilités d'accueil pour l'enfant. Là, j'étais dans l'avenir. Au fur et à mesure que le dépistage peut se développer, le risque est pour la société de dire « vous avez fait un choix, assumez-le ». Je répète bien, ce n'est pas le cas actuellement. Donc je voulais préciser. Ça peut se produire pour beaucoup de raisons. La première, éventuellement des raisons d'ordre économique. C'est vrai que la prise en charge, l'accompagnement des personnes handicapées coûte excessivement cher et qu'à certains moments, on peut faire des choix. Et ça, dans 10 ans, dans 20 ans, on n'est pas capable de savoir comment ça peut évoluer. N'empêche que les enfants sont là. C'est une première chose. La deuxième chose sur laquelle je voulais répondre, c'était le choix de la myosynthèse. Une personne qui va faire la myosynthèse, moi je parle en connaissance de cause, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait 2 fois, à titre tout à fait personnel, après la naissance de ma fille handicapée, pour laquelle je n'avais pas de diagnostic. Donc finalement, je me suis adressée au généticien qui m'a dit « Mais Madame Cavalla, qu'est-ce que vous voulez qu'on recherche ? Votre enfant n'a pas un diagnostic chromosomie de ce style, qu'est-ce que vous voulez qu'on recherche ?» J'ai insisté pour le faire. Pourquoi est-ce que j'ai insisté ? Moi, j'ai insisté pas pour aboutir à l'IMG. J'ai insisté pour, accompagner dès la maternité cet enfant et m'accompagner moi-même, si je puis dire, au moment de l'arrivée de l'enfant. C'est-à-dire, je me préparais, en quelque sorte, à la naissance d'un enfant avec des difficultés. Mais ça, c'est un choix qui reste toujours possible. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais je veux dire par là que ce n'est pas la personne qui va choisir la myosynthèse, n'est pas systématiquement, parce qu'à l'arrivée, ça va déboucher sur une interruption. N'empêche qu'on voit quand même, il me semble, ou alors j'ai mal interprété les données, il me semble quand même qu'on voit un parallélisme entre le dépistage de la trisomie 21, je reste vraiment sur la trisomie 21 parce que je crois que l'AFM peut avoir des positions un peu différentes sur ce sujet-là. Sur la trisomie 21, on voit un parallélisme évident entre le dépistage et l'IMG. Donc c'est quand même lié, qu'on le veuille ou non. On va faire intervenir d'autres personnes pour ne pas trop, enfin même si c'est un débat intéressant, être dans une réponse entre deux personnes. Donc Jean-Paul Bonnefond. Ouais. Merci à Jean-Loup de m'avoir invité. Je vais parler sous le contrôle d'Arnold Munich, qui est mon chef de service, qui m'a appris l'essentiel de ce que je connais. Et donc, Arnold, si tu interviens, si nécessaire. Je vais parler en homme de terrain. Je suis à la fois médecin, généticien, clinicien, et donc je vois des familles. Et je suis à la fois effectivement responsable du laboratoire, et donc j'ai les mains dans le cambouis, si j'ose dire, pour faire du diagnostic prénatal. Et je ne vais pas apporter de réponse, je vais poser des questions. Donc les 3 points que je veux aborder, c'est un point technique, ensuite un point éthique et un point financier. En ce qui concerne le point technique, donc je suis désolé, je suis obligé de rentrer un petit peu dans la technique, on n'en a pas parlé ce matin, mais j'aimerais vous sensibiliser sur ce qu'est notre problème à nous dans les laboratoires, et je ne suis pas seul ici, il y a Michel Gostins, il y a Marc Delpech, il y a beaucoup de gens qui font du diagnostic prénatal moléculaire. Donc premièrement, pour nous, le choix du matériel pour faire ces diagnostics prénatal à grande échelle n'est pas évident. Il y a des gens qui prennent de l'ADN nu circulant, et il y a des gens qui prennent des cellules fétales qui contiennent de l'ADN. Les moyens de récupérer ces différents matériels et de les traiter sont différents. Ça coûte des prix différents, et donc ce débat n'est pas tranché.
à quel terme on doit récupérer ce matériel si on veut faire les choses le mieux possible, le moins mal possible. Certainement pas trop tard, puisque si interruption de grossesse il doit y avoir, Alexandra a rappelé qu'il était nécessaire de le faire avant 14 semaines, ce qui permet d'éviter de moindres désagréments pour les femmes, tu es d'accord, Alexandra, mais pas trop tôt non plus, puisqu'on sait parfaitement qu'il y a un certain nombre d'anésomies qui aboutissent spontanément à des fausses couches. Et donc, je ne vois pas quel est l'intérêt de dépister quelque chose qui, de toute façon, ne sera pas, si j'ose dire, un problème pour la suite. Alors, les indications. Et donc, même que Baya disait, on est centré sur la trisomie 21, c'est vrai, mais on va pouvoir faire techniquement beaucoup plus de choses. Je ne sais pas si on devra les faire, mais on va pouvoir en faire beaucoup plus, que ce soit pour les autres anésomies, que ce soit éventuellement pour d'autres maladies génétiques, comme des maladies type mucoviscidose, type X fragile, type amyotrophie spinale, etc., etc. Est-ce que ce sera indiqué? Je n'en sais rien. Est-ce que ce sera possible? Certainement. Alors, dans ce cas, on va avoir besoin de nouveaux instruments. Nous ne sommes pas encore dans les laboratoires équipés du matériel qui permet de faire ce dépistage facilité de la trisomie 21 ou autre qui a été présenté en introduction par Jean-Loup. Et ça, pour nous, c'est un problème critique. Ce sont des machines qui sont onéreuses, qui nécessitent une formation de nos techniciens, qui nécessitent une formation des biologistes. Et donc, est-ce qu'on va avoir de l'argent suffisamment pour acquérir ces nouvelles techniques? Est-ce qu'on va avoir de l'argent pour les faire tourner dans le secteur public? Est-ce qu'il faudra un seul centre qui gère tout ça sur le territoire national? Est-ce qu'il en faudra plusieurs? Est-ce qu'il faudra que ce soit fait dans le public ou dans le privé ou en partenariat avec les deux? Pour l'instant, ce sont des réponses que nous n'avons pas. Et bien clairement, et encore une fois, je parle en tant comme de laboratoire, il va falloir qu'on établisse des contrôles de qualité. On évoquait au départ, récemment, Alexandra disait, maintenant les échographistes, ils sont soumis à un contrôle de qualité. Vous imaginez bien que pour ces nouvelles techniques, il va aussi falloir des contrôles de qualité. Sinon, on risque de faire pis que mieux, ce qui serait notre ambition. J'avais envie de dire que j'ai presque l'impression qu'avec ces nouvelles techniques, on est à nouveau un peu dans la diabolisation de l'ADN. Parce que si on réfléchit un moment, ce qu'on fait avec le marqueur sérique, ce qu'on fait avec l'échographie, c'est la même chose qu'on va faire avec l'étude de l'ADN. On fera peut-être, il y aura un petit peu moins de faux négatifs et de faux positifs, mais le débat, il ne change pas fondamentalement de nature, et c'est ce que rappelait Ségolène au début. Alors, ensuite, donc, j'ai fini sur le plan technique, quelques mots sur le plan éthique. Pour réfléchir sur le plan éthique, en fait, j'avais envie d'opposer ce qu'on fait, nous, en matière de diagnostic prénatal orienté, lorsqu'un couple a un risque connu, élevé d'avoir une maladie génétique, et ça se passe au cours de discussions hebdomadaires qu'on a dans nos centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Ce sont des discussions longues, compliquées, chaque cas est particulier. Et effectivement, ce qui se passe actuellement, dans le cadre du dépistage beaucoup plus large au cours de la grossesse, avec les marqueurs sériques, avec les échographies, où là, effectivement, c'est quand même une information qui parfois est à caractère génétique, qui est délivrée par des spécialistes qui n'ont pas obligatoirement de formation en génétique. Le problème, il ne va pas apparaître avec les nouvelles techniques. Ce problème, il existe déjà.
Alors effectivement, qu'est-ce qu'il faudrait? Eh bien, il faut effectivement une information éclairée, et on a vu les problèmes que ça posait. Une information non orientée, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut en pratique? Il nous faut plus de professionnels pour délivrer des informations claires au public. Des professionnels, c'est peut-être des généticiens, c'est surtout des conseillers en génétique. Vous savez que c'est un nouveau métier qui existe depuis quelques années, et ce métier de conseiller en génétique, il n'y a pas assez de candidats, et il va falloir promouvoir cet aspect. Alors, j'ai terminé sur un problème financier, parce que c'est bien beau de discuter de tout ça, mais si on n'a pas les sous pour le faire, on n'y arrivera pas. Est-ce que ces tests de biologie moléculaire vont coûter moins cher que la somme des tests marqueurs sériques, plus des actes liquides amniotiques, prélèvement de trophoblastes, plus les karyotypes? Pour l'instant, j'en sais rien, puisqu'on ne connaît pas le prix des tests. Il faudra certainement, en admettant qu'on se mette à ces techniques, une période de transition. Les laboratoires devront, les professionnels de santé devront continuer à faire pendant une période les marqueurs sériques et l'échographie, etc., et les karyotypes, en même temps que montrer en puissance ces nouvelles technologies. Comment on va gérer cette période de transition? Ça ne me paraît pas évident. Puis ensuite, bien sûr, il y a le problème de la prise en charge de la sécurité sociale. Mais j'arrête là. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on peut prendre une question ou sinon... Oui, allez. Je peux me considérer maintenant comme la grand-mère largement du diagnostic prénatal, au moins dans notre pays. Et ce que je voudrais surtout faire remarquer, que quand il y a un diagnostic de trisomie 21 chez un couple et qu'une interruption de grossesse va être faite, il faut immédiatement dire au couple de redémarrer une nouvelle grossesse, parce que la grossesse suivante a toutes les chances d'être normale. Et c'est ça qui va réparer à la fois les problèmes du couple et les problèmes vitaux. Dans chaque fois qu'une femme a une trisomie 21, et c'est presque toujours une trisomie libre, c'est-à-dire que le chromosome surnuméraire est de survenue accidentelle, et la grossesse suivante sera normale. Merci. Vas-y. Ici. Oui, donc on a déjà un petit peu entamé ce qui sera la suite, mais je voudrais revenir sur effectivement ce qu'a dit Mme Koubaya et sur l'échange avec Ségolène. D'abord, je pense qu'effectivement, et comme je crois l'avaient montré les diapositives de Ségolène, le problème c'est aussi quelquefois l'hétérogénéité à la fois des couples et de leur compréhension, mais aussi du corps médical. Et c'est vrai que j'ai entendu des femmes qui avaient décidé de garder un enfant trisomique et se faire reprocher par un médecin particulier, et c'est le problème de ce que dit un médecin particulier, qui n'est pas toujours formé, qui a ses propres idées, de pouvoir dire des choses qui ne sont pas effectivement ce que l'ensemble de je dirais, du corps constitué des médecins pensent et de leur pratique. Et là, je crois que c'est un problème, de toute façon, d'éducation des médecins. Et aussi, je pense que c'est important quand on va parler de la possibilité de diagnostic préconceptionnel, là, carrément, c'est aussi un aspect d'éducation et probablement, je dirais, dans les lycées, sur ce que sont les maladies génétiques, ce qu'elles ne sont pas. Et je crois qu'effectivement, ces deux choses doivent aller de pair. Alors, en ce qui concerne aussi le fait de est-ce que on arrivera à ne pas avoir une prise en charge correcte ou même améliorée des enfants qui n'auront pas été dépistés, soit parce que
les parents auront pris la décision de garder un enfant, soit tout simplement parce que tout n'est pas dépistable. Et ça, je crois qu'il y a une des choses qui est importante dès le début de dire, c'est qu'on ne va pas supprimer tous les handicaps, que ce soit les handicaps physiques, les handicaps sensoriels, les handicaps mentaux, simplement parce qu'on mettra en place, éventuellement, des techniques de dépistage pour certaines des causes. Parce qu'il y a des néomutations, il y a des choses qui ne sont pas interprétables, qui ne sont pas détectables. Donc, de toute façon, je dirais, il faut aussi faire cette éducation. Et en France, je pense qu'on n'est pas toujours très bon sur l'accueil du handicap dans le système scolaire, dans la société du travail, dans la société générale. Donc ça, c'est, je pense, un effort à faire. Mais je pense, et on en reparlera probablement à l'occasion du diagnostic préconceptionnel, mais même pour la trisomie 21. Je me rappelle que l'ancienne présidente de l'UNAPI, Mme Val, disait que rien que dans le Bas-Rhin, je crois qu'il manquait 2000 places pour les handicapés mentaux, et donc notamment les trisomiques, adultes. Et la question qu'on pourrait se dire, d'une part, c'est la situation serait certainement bien pire s'il n'y avait pas eu, depuis longtemps, effectivement, ce dépistage de la trisomie. Et je pense qu'il y a des exemples qui, par exemple, sur le dépistage, on en reparlera plus tard, de la thalassémie, qui montrent qu'il y a eu, en parallèle, y compris dans les pays où on faisait du dépistage, à la fois une diminution, parce qu'effectivement, beaucoup de familles décidaient de se soumettre au dépistage et d'aller vers l'interruption de grossesse, donc une diminution du nombre de malades, mais une bien meilleure prise en charge en parallèle de ceux qui étaient nés. Et donc je crois que c'est cette liberté-là qu'il sera important de conserver par l'éducation à la fois de la population, par l'éducation des professionnels, mais aussi de se dire que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'il faut, et il peut y avoir, je pense même, une vraie relation de pouvoir mieux prendre en charge et mieux s'occuper de ceux qui, quelle que soit la raison, que ce soit une raison de décision parentale ou une raison de simplement ça a échappé à la détection parce que ce n'était pas détectable ou parce que d'une meilleure prise en charge. Et je crois que... Attends, il y a Jean-Paul Gaudière qui voudrait ajouter un mot et ensuite on va passer à l'intervention de Dany Kras-Rothschild, parce que leur tourne, et même si... Oui, deux, trois petites choses qui font directement écho à ce que vous mentionniez. Première chose, trois petites choses sur cette question du rapport entre prise en charge et développement du diagnostic. Première chose, sur la question de l'éducation et de la nature de l'information. Très récemment, dans la discussion américaine, un des amendements et une des modifications qui a été faite par le dernier acte concernant le dépistage prénatal a été en fait d'introduire, pour le cas de la trisomie 21, une obligation pour les praticiens de faire l'information non seulement sur le risque lui-même, mais sur les conditions de prise en charge et sur la vie avec la maladie. Bon, c'est un des aménagements récents du dispositif dont l'objectif était précisément de répondre à ce souci de balance ou d'équilibre dans le type d'information qui est donnée sur la relation entre handicap et diagnostic. Deuxième remarque, sur un des effets paradoxaux des progrès médicaux en la matière, c'est effectivement aussi l'amélioration de la prise en charge et l'allongement des durées de vie. Et une des difficultés auxquelles nous faisons face est que cet allongement va de pair avec une demande accrue ou des nécessités, des besoins accrus en termes d'institutions et de structures de prise en charge. Et en particulier, là, la relation entre ce qu'il est souhaitable de faire du diagnostic prénatal et la politique du handicap est cruciale, du point de vue de l'existence des structures et de leur mise à disposition des familles, si on peut dire. Et la dernière remarque porte sur le contexte de ce choix.
et de cet équilibre entre politique du handicap, prise en charge et diagnostic. Parce que le contexte économique, nous le connaissons, c'est celui d'une augmentation forte des dépenses de santé, de dispositifs de régulation économique de plus en plus serrés sur les dépenses et les affectations, et qui du coup créent des hiérarchies fortes. Et un des enjeux majeurs, pour ce qui nous concerne, est à ce moment-là la base de calcul sur laquelle on travaille, la base de comparaison entre coûts et bénéfices. Et juste pour faire écho à ce que disait Jean-Paul Bonnefond, les choses seront radicalement différentes si, par exemple, la base de calcul est celle du coût d'une nouvelle méthode de diagnostic comparée à ce qu'est le coût du dispositif actuel en termes d'amniosynthèse, de procédures invasives, ou si la base de calcul est celle du coût du diagnostic contre la prise en charge globale de la maladie. Bon, et là, d'une certaine manière, le diable se loge dans les détails et dans ce que sont les outils de la régulation économique. Merci Jean-Paul. Donc, puisqu'il est déjà 11h, on va donner la parole à Niklas Rothschild. Donc, je laisse Jean-Louis. Oui, donc nous allons là, en fait, bien qu'on soit déjà qu'on soit encore dans l'actuel, mais c'est l'actuel par rapport au problème du diagnostic préconceptionnel. Voilà. Et j'ai souhaité effectivement que le professeur Niklas Rothschild, de l'Université de Jérusalem, puisse nous parler de l'expérience de ce qui se passe en Israël depuis de nombreuses années. Puisque en France, effectivement, il n'y a pour le moment pas de diagnostic préconceptionnel pour quelque maladie que ce soit, à peu près, disons, dans la population générale. Et je pense que c'était une très bonne chose de nous dire ce qui se fait et éventuellement les problèmes que ça peut poser. Merci. D'abord, merci de m'avoir invitée. Est-ce que j'aimerais... D'abord, je vais me présenter. Je suis pédiatre généticienne. J'ai grandi en France et je vis depuis 30 ans en Israël. Ce que j'aimerais, premièrement, lorsque vous allez entendre ce que je vais vous raconter, c'est que vous écoutiez ce que je vous dis avec une manière d'écouter qui ne soit pas en fonction de la manière dont les choses fonctionnent en France. C'est-à-dire que vous allez voir un mode d'utilisation des technologies génétiques qui est très très différent de ce que vous connaissez. Et l'idée de ce que je vais vous raconter, c'est de vous raconter aussi les questions qu'on se pose, les avantages de ce qu'on fait et aussi les inconvénients. Donc je vais centrer ce que je vais dire sur le screening des maladies génétiques monogéniques. Je pense que c'est important de faire la différence entre les tests de prédisposition comme BRCA, qui est pour le cancer du sein. C'est une autre discussion qui n'a rien à voir avec la discussion qu'on essaye d'avoir ce matin. Et ce dont je vous vais parler, c'est donc les tests génétiques de maladies monogéniques. Donc ces tests-là, on peut les faire avant le mariage, après le mariage, pendant la grossesse, ça c'est pendant la grossesse, et éventuellement on peut faire aussi des tests de screening en postnatal, qui n'est pas le sujet de conversation aujourd'hui, mais le but des tests de screening en postnatal, c'est de détecter des maladies qui sont traitables chez les enfants très tôt, de manière à pouvoir les traiter et les prendre en charge le mieux possible, ce qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire tous ces tests-là ? C'est qu'on va donner aux gens qui sont à risque d'avoir des enfants atteints un conseil génétique. En Israël, on travaille avec des conseillères et des conseillers génétiques depuis très longtemps. On a aussi des médecins généticiens, donc on a une infrastructure qui, a priori, nous donne la possibilité d'adapter les technologies aux besoins des gens. Et je pense que ça, c'est un point qui est très important. Et donc, après avoir discuté avec les gens, en fonction de leur connaissance, de leur religion, de l'endroit d'où ils viennent, par exemple, quand on travaille à Jérusalem, on peut rencontrer des juifs, des arabes, des catholiques, tout ce qu'on veut, des gens qui ne sont pas religieux. Donc l'idée du conseil génétique, c'est d'adapter les résultats des tests qu'on fait aux gens de manière à ce que le choix soit un libre choix dans la mesure du possible. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait des tests de screening ? On prend une population qui est saine et on recherche à l'intérieur de cette population des gens qui sont porteurs de mutations fréquentes dans cette même population.
L'idée, c'est bien sûr de faire de la prévention, surtout en éduquant les gens. Je pense que si vous vous rappelez quelque chose de ce que je raconte aujourd'hui, c'est l'éducation que nous, en tant que personnel de santé, on doit donner aux patients qui font le choix ou qui font de se faire examiner ou pas. C'est certainement pas, comme moi je suis pédiatre, je prends en charge des enfants qui ont des problèmes complexes, et certainement pas d'arrêter de s'occuper d'enfants et d'arrêter de traiter les enfants, certainement pas. Et ce qui est important, c'est peut-être le mot qui est là, la décision volontaire de l'individu de se faire examiner ou pas. Il y a déjà très longtemps, il y a 40 ans, il y a Wilson et Junger qui ont publié des critères qui permettaient donc de choisir les maladies génétiques qui peuvent être proposées pour être screenées à la population. Et on va revenir sur ces critères. Ça marche plus ? Non. On va revenir sur ces critères par rapport à la maladie Tay-Sachs dans une seconde. Quand on regarde un petit peu la littérature, il y a des gens qui mettent ça dans la loi, qu'on doit se faire tester avant le mariage. Par exemple, il y a un programme de se faire tester en Arabie Saoudite pour savoir les gens qui sont porteurs de la maladie de la thalassémie. Il y a aussi un programme pour prévenir la thalassémie en Iran, et c'est de par la loi. Par contre, il y a des tests qui sont proposés de dépistage de thalassémie à Chypre, et à ce moment-là, c'est par le biais des autorités religieuses. Aussi, chacun des tests est adapté en fonction de la mentalité des gens, de leur culture, de l'histoire que chacun de nous a. Et je vais vous parler un petit peu d'un système qui a été instauré en Israël et aux États-Unis, qui est le système de Dor Yesharim, qui concerne les Juifs orthodoxes, qui représentent une toute petite partie de la société israélienne. Le grand succès du screening a été pour la maladie de Tay-Sachs, qui, elle, est une maladie qui remplit tout à fait les critères qui ont été publiés il y a 40 ans. C'est une maladie sévère, on ne peut pas la traiter. On sait que les Juifs ashkénazes, eux, sont une population à risque. On peut faire un test qui est simple, qui est bon marché, qui est basé sur la biochimie, l'étude enzymatique de l'enzyme qui est anormale dans cette maladie. Et on a une solution au problème en proposant un test prénatal ou un test de diagnostic préimplantatoire. En Israël, on est très permissif pour le test de diagnostic préimplantatoire. C'est proposé aux gens de manière relativement courante et ça ne rentre pas dans le même type de problème que ce qui se passe en France. En 2008, le professeur Zloto Gora, qui est le généticien responsable au niveau du ministère de la Santé, a introduit à l'intérieur des tests de screening gratuits en Israël la mucoviscidose et la maladie qui s'appelle la dysautonomie familiale, qui est relativement fréquente, c'est 1 sur 30 dans la population des Juifs ashkénazes. Et là, on voit un petit peu le nombre de gens qui se sont fait examiner. Et en fait, on arrive au fait que, par exemple, la mucoviscidose chez les Juifs, c'est 1 sur 37 qui est porteur, et chez les Arabes et les Druzes, c'est 1 sur 96. Par exemple, la maladie de Tay-Sachs, une des choses qui est importante de savoir, c'est pas qu'une maladie des Ashkénazes. Les Juifs d'origine marocaine, ils sont porteurs à 1 sur 200, ce qui est un petit peu plus que dans la population générale. Alors, en fait, ce que je vous raconte, c'est un système de screening qui a été fait pour toute la population parce que c'était un problème de santé qui était important dans la population en Israël. Depuis déjà à peu près 15 ans ou 20 ans, le professeur Zloto Gora, de manière systématique en Israël, a récolté dans la base de données qui s'appelle Israeli National Genetic Database les mutations qui ont été publiées en fonction des villages, en fonction des endroits dans le pays. Il a créé un système de screening basé sur la fréquence des maladies qui est de plus de 1 pour 1000 en fonction de chacune des populations et proposé donc un système de screening dont je vais vous parler dans une seconde. La population en Israël, c'est à peu près 7 millions de personnes. 75% ce sont des Juifs, à peu près 20% ce sont des Arabes musulmans. Il y a à peu près 2% d'Arabes chrétiens et à peu près 2% d'Arabes, druzes. Le système de santé en Israël, il est très différent du système français. On a en fait un système de 4 mutuelles différentes. Chaque personne appartient à la mutuelle. Ce qui est gratuit, comme la mucoviscidose, la dysautonomie familiale, la thalassémie et la maladie de Tay-Sachs, c'est le ministère de la Santé qui paye les tests. En ce qui concerne les autres tests qui sont proposés aux gens en fonction
de leurs origines, les gens payent les tests des prix qui ne sont pas importants, mais c'est eux qui payent les tests. Alors, quand on regarde toute la population générale, sans dire juif, pas juif, etc., les tests qu'on propose, c'est la mucoviscidose, donc qui est gratuite, payée par le ministère de la Santé, le test qui permet de dépister les femmes qui sont porteuses du X fragile, et on propose un dépistage systématique de la spinal muscular atrophy, je ne sais plus comment on dit en français, atrophie, comment ? Amyotrophie spinale, excusez-moi. Et tout ça basé sur le fait que la fréquence d'être porteur du gène est plus importante que 1 sur 60. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer en France, quand les gens rentrent dans votre cabinet, vous allez leur demander s'ils sont juifs ou pas, et d'où ils viennent, viennent du Maroc, de Tunisie, d'Allemagne, de Pauline. On peut pas, c'est un peu compliqué à imaginer en France, mais de cette manière-là, on va pouvoir diriger les tests de screening qu'on va proposer aux gens. Par exemple, si vous êtes ashkénaze, on va vous proposer de faire la maladie de Tay-Sachs, la dysautonomie familiale, mais aussi la maladie de Canavan. Il y a 1 sur 30 ashkénazes qui est porteur. Et si vous êtes juif d'origine yéménite, on va vous proposer de tester la leucodystrophie métachromatique, parce que 1 sur 50 juifs yéménites est porteur d'une mutation unique dans le gène qui provoque cette maladie. Donc, on va poser un tas de questions pour arriver à faire le focus sur ce qu'on doit proposer aux gens. Le programme qui a été créé par le professeur Zlotogora, donc, dans les villages, après avoir fait le mapping en fait, des mutations en fonction des villages et voir la fréquence des maladies, il y a un conseil génétique gratuit qui est donné dans les villages. Sur la base de ce conseil génétique, il y a des tests de carrier qui sont faits et de cette manière, il y a de la prévention qui peut être faite dans la mesure où les gens le choisissent. On n'oblige absolument pas les gens à faire de tests. Le point qui est primordial dans tous les tests de génétique qu'on va proposer, c'est l'éducation qu'on va donner aux gens, que les gens puissent faire leur choix en fonction de ce qu'ils comprennent, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Alors là, vous voyez, il y a un pamphlet en hébreu, en arabe, qui explique un petit peu l'impact des mariages consanguins dans la population arabe. Là, vous voyez, on voit des gens, enfin, peu importe. Là, il y a un pamphlet en arabe, ça c'est le professeur Zlotogora. Il y a un site internet, on peut rentrer dans le site internet du ministère de la Santé et recevoir des explications claires, nettes et précises dans différentes langues. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas se servir de la génétique pour faire de la discrimination. Si on regarde au point de vue historique, par exemple, le programme qui a été fait aux États-Unis pour repérer la drépanocytose, on a très vite assimilé, parce que l'éducation n'avait pas été faite correctement, que les gens qui sont noirs, ils ont des choses génétiques qui ne sont pas bien, et on a assimilé les tests de génétique au fait d'être noir, au fait d'être dans une position sociale différente. Donc tout ça, il faut essayer de faire de la prévention de la discrimination en donnant des explications claires, nettes et précises aux gens. Ce qu'on veut aujourd'hui, après 40 ans de screening, on veut savoir qu'on est effective, et quand on regarde le programme qui a été fait en Sardaigne, où le programme de test est volontaire, ça c'est important. On a vu dans ces pays-là, 90% des naissances d'enfants thalassémiques diminuer. C'est-à-dire on est passé de 1 sur 250 à 1 sur 4000 naissances. Donc les gens ont fait leur choix libre et délibéré, et on voit qu'en fait, ça permet quand même de traiter mieux les gens qui restent. Alors maintenant, je vais vous raconter un autre programme qui est il faudrait l'écouter de manière non ouverte. C'est le programme de Dorier Charim. C'est l'histoire d'un monsieur très religieux qui a eu 4 enfants atteints de la maladie de Tay-Sachs. Et dans les années 83, donc il y a relativement très longtemps, il a réfléchi en essayant de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter des tragédies pareilles dans la population juive orthodoxe qui représente un tout petit morceau de la population juive. Il faut bien se rappeler ça. Mais je vous raconte cette histoire pour essayer de vous montrer combien on doit donner de réflexion à l'adaptation de ce qu'on propose aux gens en fonction de qui ils sont. Alors, ce programme, il est suivi extrêmement bien. Il y a 90% de compliance. Et l'idée de ce programme, c'est de tester les jeunes
à l'âge de 18 ans, donc à la fin de leur cursus scolaire, pour des maladies génétiques qui sont fréquentes dans la population juive. Le jeune donne une prise de sang quand il a 18 ans, il paye une somme modique, et au moment où, comme les mariages sont arrangés chez les orthodoxes, au moment où on fait l'arrangement du mariage, on va à Dor Yesharim et on demande si le numéro machin peut se marier avec l'autre numéro. On donne un numéro parce qu'on ne veut même pas que la technicienne dans le laboratoire sache de qui il s'agit. Okay ? Donc on peut dire oui, c'est pas bien, on prend l'autonomie des gens, etc. Il faut se rappeler que les gens qui font ces tests-là vivent dans une philosophie qui est différente de la nôtre. Aussi, dans la religion juive, on a le commandement de faire le plus possible pour avoir la génération à venir qui soit dans la meilleure santé possible. On comprend très bien qu'on n'est pas à Dieu, mais on comprend aussi qu'on doit faire des efforts pour essayer de faire de la prévention, et on a la responsabilité de faire le mieux possible. Alors, pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que puisqu'on fait le diagnostic de screening avant le mariage, ça permet, s'il y a deux personnes qui sont porteurs d'une mutation dans le même gène, d'éviter le dilemme des arrêts de grossesse. Donc, c'est une première chose. La deuxième chose, le côté ne pas savoir exactement de quoi on est porteur. D'un côté, on peut dire c'est pas bien pour l'autonomie de la personne, mais d'un autre côté, on ne sait pas quelles sont les mutations qui se promènent dans la famille. Et il y a des gens qui, lorsqu'ils sont découverts comme porteurs de mutations dans un gène, ils le ressentent de manière terrible, il y a une discrimination, on dit oui, enfin, c'était la manière dont ça a été fait, ça marche très bien. Les gens de la population orthodoxe, je répète, ne pensaient pas en sortant d'ici que dans tous Israël, on fait ça comme ça, c'est une toute petite partie de la population. Et je pense que l'intérêt de l'histoire, c'est surtout de montrer qu'on peut aussi utiliser les technologies de manière positive quand ça correspond aux besoins des gens. Et c'est ça, je pense que c'est un message qui est important. On est toujours un petit peu ambivalent entre le besoin de la personne elle-même et les choses d'économie de santé de manière plus globale. Nous, on est très permissif par rapport à ce que les gens veulent ou ne veulent pas. Si quelqu'un ne veut pas faire de tests, eh bien, il ne les fait pas, c'est pas grave, il fait ce qu'il veut. Alors, maintenant, je veux quand même mettre quelques points qui donnent à réflexion. Quand on regarde les critères de maladies qu'on doit choisir, par exemple, Major Health Problem, est-ce qu'une maladie fréquente dans un village, c'est Major Health Problem pour un gouvernement, ou est-ce que c'est un Major Health Problem dans le village ? Question. Normalement, chaque personne devrait avoir une égalité devant l'accessibilité de ces tests. Et je vous ai dit, sans sourciller, qu'une partie des tests était gratuite et une partie des tests, il faut payer. Donc, il y a aussi question. Un des critères, c'est qu'on est censé screener des maladies dont on connaît exactement le cursus, c'est-à-dire la maladie de Tay-Sachs, on sait qu'il n'y a pas de traitement et on sait qu'on va mourir. C'est une tragédie que je souhaite à personne. Si on prend la maladie de Gaucher, par exemple, dont la fréquence de carrière est de 1 sur 12 dans la population juive ashkénaze, là commencent les problèmes. On a des mutations qui sont des mutations qui ne font pas grand-chose. Et puis on a des mutations qui font des maladies très graves. Et puis la maladie de Gaucher, c'est traitable. Alors est-ce qu'on doit le tester ou est-ce qu'on ne doit pas le tester ? Qu'est-ce qu'on dit aux gens et qu'est-ce qu'on ne dit pas aux gens ? Moi, je peux vous dire que je ne me suis pas fait tester parce que je ne voulais pas me poser la question. Mais ça, c'est mon avis à moi en tant qu'anique, pas en tant que médecin. Le troisième critère, c'est qu'il faut qu'on ait affaire à des maladies sévères. Il y a des gens qui disent être sourd, c'est une maladie sévère. Je ne sais pas, je ne pense pas, je ne sais pas. En tant que pédiatre, je ne pense pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'est une maladie sévère ? Il y a des tests qui sont proposés pour rechercher des mutations dans un gène qui s'appelle la connexine 26, qui est le gène responsable des sourdités autosomales récessives dans 80% des cas. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est pas correct ? Est-ce qu'on a passé un cap qu'on ne devrait pas passer ? Question. On a dit que les tests qu'on doit proposer aux gens doivent être simples et peu coûteux. Est-ce que quelles sont les mutations qu'on doit tester ? Combien de mutations on doit tester ? Chez qui on doit les tester ? Et est-ce qu'on doit demander de l'argent aux gens pour se faire tester ? La chose qui est positive, maintenant on va passer aux choses positives,
Il y a des solutions au problème, c'est-à-dire que les gens peuvent choisir de faire un diagnostic prénatal ou pas. Les gens peuvent choisir de faire un diagnostic préimplantatoire ou pas. Et je pense que la punchline de ce que je vous dis, c'est éducation, éducation, éducation. Éducation des étudiants en médecine à l'école de médecine, éducation des populations à qui on va proposer des tests de génétique et donner un counseling, c'est-à-dire ne pas laisser les gens dans la nature avec Internet se faire des tests et sans comprendre pourquoi ils les font et qu'est-ce qui va en découler de ces tests-là. Et le langage que je vous tiens, je le tiens par rapport à des choses qu'on connaît bien. Grâce aux nouvelles technologies, on découvre de plus en plus de choses dont on ne comprend pas très bien l'effet au niveau du phénotype des patients. Alors là, ça complique le sujet encore plus, mais là, je suis venue vous raconter ce qu'on fait en Israël, pour le bien et pour le moins bien. Je pense qu'on doit avoir, et on a la responsabilité, on est les avocats, de l'équilibre, c'est-à-dire que ce qu'on fait, il faut que c'est un bénéfice pour les gens et que ça ne fasse pas de mal aux gens. Est-ce qu'on est complet dans ce qu'on fait? Certainement pas. Est-ce qu'on a volonté de bien faire? Certainement oui. Et je pense qu'un bottom line, c'est le fait que les gens aient le choix informé, c'est très très important. Et c'est pour ça qu'on utilise des conseillers génétiques et c'est pour ça que les généticiens travaillent beaucoup et ça nous occupe énormément. On n'a pas de réponse à toutes les questions, mais c'est une forme d'utilisation des technologies que je suis venue vous raconter. Je vous remercie de m'avoir écouté.